Bonjour et bienvenue, il est 9 heures et c'est l'heure de votre émission Trait de Plume, vous le savez, c'est une émission d'analyse et de décryptage sur Omega TV, également sur Radio Omega. Et comme on l'a dit, parlant des faits marquants, 3 sujets ont retenu notre attention pour ce numéro. Il s'agit de la célébration des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Il s'agit également d'un sujet à l'international, la victoire de Bassirou Diomaye Faye à la présidentielle au Sénégal. Et nous allons terminer avec un mot en sport. Nous allons nous intéresser effectivement au premier pas de Brahma Traoré sur le banc de la sélection nationale. Et pour donner justement des clés de lecture à ces sujets-là, nous avons sur ce plateau Aruna Kaboré, les journalistes indépendants. Bonjour et bienvenue. Bonjour Adams et bonjour à l'ensemble des téléspectateurs et des auditeurs. Nous allons également dire merci à Yama Kabré qui est sur ce plateau. Il est journaliste indépendant et correspondant de presse. Merci pour votre disponibilité. Bonjour Khaled, merci à tous et à toutes. Très heureux de vous retrouver. Merci de l'invitation. Et pour ceux qui nous suivent à la radio, puisque l'émission est en direct et en simultané sur Radio Omega et Omega TV, je suis Adams Khaled Ouedraogo et sans plus tarder, nous allons commencer en tout cas cette émission-là avec le premier sujet. Je disais à l'entame de l'émission, les autorités burkinabées ont lancé mardi les Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne organisées le 26 mars et le 2 octobre de chaque année. Durant 15 jours, ces journées se veulent une occasion de renforcer la conscience patriotique et promouvoir l'engagement citoyen. On l'a vu à la veille du lancement, le chef de l'État, dans un discours à la nation, est revenu sur le contenu à donner à cette journée-là. Donc, avec nos invités, nous allons nous intéresser justement à cette actualité. Yama Kabré, on l'a dit, le chef de l'État a donné, je dirais, le contenu, les prémices justement de ces journées-là. Qu'est-ce que vous avez retenu en termes de contenu à donner à ces journées? En termes de contenu, d'abord, il faut se référer au référencement de ces choix, de ces journées qui, il faut le rappeler, se réfèrent à l'idéal politique de Thomas Sankara basé sur la prise de conscience collective nationale pour nous approprier nos propres défis de développement et nous démarquer de la domination étrangère occidentale impérialiste. C'est déjà un socle, c'est déjà un référencement pour moi qui est idéaliste vu le contexte actuel de besoin de rupture, de renforcement des réformes au niveau institutionnel et constitutionnel pour une implication, pour une intégration des communautés dans la gestion commune. L'idéal serait d'étendre le contenu à plus de cas pratiques, à plus de faits pratiques et pragmatiques. Et déjà, les prémices sont bonnes. Je pense qu'on a quelques réserves par rapport au nombre des journées qui s'accumulent. On aurait pu penser qu'on aurait trouvé une formule pour les conjuguer ensemble et trouver le même credo. Parce que quand je regarde, il y a d'abord eu l'instauration de la journée du 15 mai pour célébrer nos traditions et nos coutumes, et la célébration des journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Dans le fond, je pense que c'est pratiquement, ça se rejoint, c'est d'amener le peuple à s'intégrer, à s'intéresser à la gestion publique et à s'impliquer, à devenir acteur et auteur de son développement. Et je pense que dans l'ensemble, c'est des bonnes initiatives, mais il faut trouver les formules pour les intégrer, pour faire moins de bruit et plus d'action. D'accord. À écouter les premières autorités Aruna Kaboré, on dit que c'est également un hommage qui est rendu au capitaine Thomas Sankara à travers ces journées-là. Vous, en termes de contenu, qu'est-ce que vous mettez et qu'est-ce que justement vous pensez de l'instauration de ces journées qui vont se célébrer, comme on l'a dit, les 26 mars et les 2 octobre de chaque année? Dans le fond, il n'y a pas de mal à vouloir bien faire, parce que quand on parle de citoyenneté, quand on parle d'engagement patriotique, c'est au bénéfice de la nation. Donc, dans le fond, ça ne devrait pas poser de problème. L'aîné évoquait l'aspect un peu, il ne faudrait pas que ça soit beaucoup de bruit et pour rien. C'est surtout cela qu'on regarde aujourd'hui au Burkina. Il faut passer aux actes. C'est très important de parler de Sankara. Quelqu'un disait quelque part, Sankara partout et Sankara nulle part.
ça veut tout dire. Ça résume très souvent la situation dans laquelle le pays se trouve. Voyez-vous, le contexte sécuritaire actuel, quand vous cherchez une cause, même quand vous allez dans les zones de guerre, il y a 2 semaines, j'étais à Titao pour 1 semaine, mais la question se pose toujours, pourquoi on nous attaque? Lorsque vous poussez la réflexion, quelque part, il peut y avoir des raisons de frustration, des raisons de corruption, des raisons des personnes qui ont parfois été, je ne dis pas que c'est l'ensemble des causes, hein, mais il y a des raisons du vivre ensemble qui ont été bousculées quelque part. Des gens ont été forcés, des gens ont été parfois humiliés. Et ça, quand ça vient d'un certain nombre d'institutions ou d'individus qui incarnent l'État, ça peut aussi causer des cas de des gens qui se mettent contre l'État. On a ces cas de terrorisme. Et quand vous partez dans ces zones de guerre et que vous écoutez les populations, ça n'écarte pas qu'on se retrouve à des gens qui veulent régler des comptes. Mais régler des comptes avec qui? Lorsque vous écoutez un peu les terroristes quand ils arrivent, mais le premier ennemi, c'est tout ce qui symbolise l'État. Il y a des raisons dans tout cela. Il faut chercher à les comprendre. Et ce n'est pas fortuit. Une petite anecdote. La semaine passée, j'étais en route pour aller voir la famille au village. Et en cours de route, des policiers m'interpellent. Je pense qu'ils sont de l'ONASER. Ils me détectent à 60-70 km. Et on était dans une zone d'agglomération. Bon, vous le savez, hein, l'amorce des zones d'agglomération. Bien évidemment, j'étais un peu surpris, mais je m'arrête, je les écoute. Et quelque temps après, il y a 2-3 personnes qui sont aussi interpellées et une 3e personne surgit. Quand on l'interpelle, il descend devant nous tous. Il descend. Et il fait le garde à vous. Il dit, je suis sergent, tant. Et nous tous, on est encore arrêtés avec les véhicules. Et les policiers qui l'ont interpellé disent, ah, c'est un collègue. Dites-lui d'aller saluer juste les chefs et il peut continuer. Et nous avons payé. Je suis allé prendre l'argent. Quand j'ai fini de payer, je leur ai dit que j'ai aussi des collègues à la police. Mais l'acte que vous posez ne rend pas service à la nation. Le contexte sécuritaire, il y a un peu de tout ça. Donc, des journées d'engagement patriotique, c'est très important dans les actes. C'est important de le dire, mais il faut que les actes suivent. Il faut qu'il y ait des actions concrètes sur le terrain. L'administration, les institutions qui incarnent véritablement la République, qui incarnent l'État, il faut faire beaucoup attention parce que pour peu, moi j'ai parlé, mais combien sont ceux qui sont partis sans avoir parlé? Qu'est-ce qu'ils ont comme ressenti vis-à-vis de l'institution? Mais il y a d'excellents policiers dans ce pays. Mais aussi, il y a des brebis galeuses qui, les Mossés disent que c'est un âne qui bouffe la farine et blanchit la gueule, le museau, je veux dire, à tous les autres ânes. Il faut faire attention à ça. Il faut regarder dans les petits actes que nous faisons. Ça peut nous paraître banal, mais les conséquences peuvent se vivre sur des décennies. On a passé du temps à vivre peut-être en paix au Burkina. On a entendu du terrorisme loin de nous. Aujourd'hui, nous vivons le terrorisme. Pas un seul jour sans qu'il y ait mort d'homme. C'est déplorable, mais il faut se remobiliser. Il faut se corriger. Ça doit être individuel, collectif et à la hauteur de la nation. Donc, pour moi, c'est bien de parler de journée d'engagement patriotique, même si, pour moi, je trouvais que le chef de l'État n'avait pas besoin de faire un discours dans ce contexte, pour moi, personnellement, parce que j'estime qu'au sommet de l'État, la flambée du discours public finit par le rendre un peu fade. Ça, il faut faire attention à la prise de parole du président du Faso. C'est très important. On le dit pour aussi préserver son image, parce que ce qu'il y a de trop finit par nuire.
D'accord. Alors, Yamba Kabré, ce qui est attendu in fine, c'est des citoyens modèles, respectueux de la chose publique. Alors, est-ce que ce n'est pas des valeurs aussi à inculquer dès le bas âge? Pour certains, on aurait pu trouver la formule pour intégrer ça dans les curricula scolaires et ça aurait peut-être pu avoir beaucoup plus d'effets que ce qui est recherché actuellement. Je suis complètement d'accord avec vous dans la mesure où moi, ici, j'ai ce document que j'ai conçu comme manifeste qui contient des propositions d'orientation politique dès l'entame de cette transition. Je l'ai rédigé juste 2 jours ou 3 jours après la prise du pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Et dans ce document, j'ai essayé de condenser un certain nombre d'axes prioritaires pour ramener à la moralisation de la société burkinabé et à la création d'un nouveau Burkina Faso avec un nouveau type de burkinabé intègre d'une probité morale, d'une éthique économique, une éthique compétitive, entrepreneuriale irréprochable. C'est tout un programme politique. C'est tout un programme. Dans ce contexte, dans ce contenu, j'ai appelé à ce que le fait qu'on ne soit pas en démocratie, qu'on puisse s'inspirer de l'idéal de Thomas Sankara à partir du Conseil national de la Révolution, qui s'est inspiré du Conseil national du salut public, créer un Conseil national du Burkina ou un Conseil national du Faso qui essaie de refaire un programme, recréer un projet de société, un nouveau contrat social qui inclut des réformes institutionnelle et constitutionnelle qui prend en compte nos valeurs culturelles, traditionnelles et un mixage de la modernité dans la gouvernance publique. Et ce document contient des axes prioritaires et primordiaux qui prend en compte ces éléments comme la journée nationale des traditions, les journées d'engagement citoyen et patriotique et d'engagement de participation citoyenne. Ces éléments donnent la primauté au Burkinabé de s'inspirer de nos valeurs traditionnelles, anciennes. L'éducation classique conventionnelle nous donne des outils techniques pour nous approprier les éléments d'amélioration de nos vies. Mais l'essentiel doit revenir à l'éducation familiale de base. Aujourd'hui, la société est décousue parce que la notion de famille est déconstruite. Vous prenez nos sociétés africaines aujourd'hui, vous allez vous retrouver avec des familles recomposées, des mères célibataires, avec 5 enfants de 5 parents différents. Qui donne l'éducation? La mère ou le père? Il n'y a pas cette union familiale, le socle familial qui inculque des valeurs à la descendance, à la relève, pour que ces notions de civisme, de patriotisme, d'implication personnelle soient à l'échelle nationale. Vous voyez, quand Sankara disait, il a posé le diagnostic de la situation dans le discours du 26 mars et son discours d'orientation politique du 2 octobre. Il a fait du 2 octobre. Il a posé un diagnostic d'abord en nous demandant de nous approprier nous-mêmes nos propres défis. Que voulons-nous faire de nous? Que pouvons-nous faire pour nous-mêmes? Et en même temps, il a identifié des éléments exogènes qui entravent cette démarche, c'est-à-dire la domination occidentale, la domination impérialiste. Mais pour y parvenir, il faut d'abord que nous-mêmes soyons des modèles de citoyens. On a construit nos sociétés avec du militantisme. Aujourd'hui, dans nos pays, on a des militants, on n'a plus de citoyens. On n'a absolument plus de citoyens. On construit des militants politiques qui, à la base même, n'ont pas de culture politique. Ils n'ont pas une formation politique. Et ça, c'est récent dans les petits détails. Et cette décision du gouvernement d'instaurer ces journées doivent pouvoir nous amener à créer un contenu consensuel sur les valeurs traditionnelles africaines à partir desquelles nous pouvons construire une nouvelle société qui prend en compte nos réalités. Alors, vous avez parlé de contenu. Quand on écoute le discours du chef de l'État, ce qui a attendu des citoyens pendant justement ces journées, c'est par exemple planter un arbre à chaque événement heureux, contribuer à l'effort de paix, s'engager comme VDP, accomplir consciencieusement ses tâches d'agent public, protéger et respecter le bien public,
payer ses impôts, respecter le code de la route, consommer les mets et produits locaux. Voilà qui est quand même assez clair. Mais quand on regarde la montée de l'incivisme, on a parlé tout à l'heure de la corruption et tout cela, est-ce que vous y croyez vraiment? Oui, mais vous posez là le problème dans la question que vous adressez à l'aîné. Mais vous parlez de curricula. Vous savez, au Burkina, très souvent, on se comporte comme quelqu'un qui veut remplir un vase percé. C'est très compliqué. Regardez aujourd'hui le contexte terroriste. Regardez l'école. Regardez le niveau de l'école. Mais nous autres, adultes, on est de la génération, je dirais, entre griffes corrompues. Si on ne peut pas corriger ceux qui sont déjà dans l'ivraie, ceux qui sont contaminés, il faut faire en sorte que la bonne graine naissante ne rentre pas dans le mauvais. C'est là où il faut regarder. C'est là où la vision est importante. C'est là où l'aspect théorique des choses est très capital. C'est ce qui peut insérer, on parlait tout de suite de curricula, c'est l'aspect théorique des choses qui va donner un soubassement à la pratique. Vous avez cité les actions tout de suite. Je ne vois pas trop ce qui touche à l'enfant. Quand on parle de contribution, tout tourne autour de l'adulte. Mais l'adulte est déjà dépassé. Le plus important, ce sont les enfants. Il faut construire l'avenir. Mais le Burkina de demain, là, il est plus important que le Burkina d'aujourd'hui, on peut le dire. Tout ce qu'on fait, c'est pour construire le Burkina de demain. Si déjà le Burkina de demain est en mal, si les enfants n'ont pas l'école qu'il faut, si les enfants ne sont pas dans le cadre qu'il faut, vous sortez tout de suite à Ouagadougou, vous voyez des enfants, parfois robustes, qui mendient. Mais c'est quoi l'avenir de ces enfants? Il faut regarder le fond du problème pour ne pas prendre l'ombre pour la proie, parce qu'on peut déployer des efforts et à la fin, c'est résultat zéro. Il faut aller aussi à la base. Vous voyez, quand le président veut parler de ces journées de participation citoyenne, il fait référence, entre autres, au discours d'orientation politique de Sankara. Le DOP. Le DOP. Mais le DOP, là, c'est la Bible du CNR. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait office de notre DOP? Si c'est le DOP à Sankara, il n'y a pas de problème. Allons-y. Sinon, il nous faut une orientation claire. Dans ce que fait la transition aujourd'hui, il y a beaucoup de bonnes choses. Mais j'ai l'impression qu'il y a un problème d'architecture de tout ça. Il faut que tout cela soit contenu dans un plan global afin que les choses puissent évoluer de façon holistique. Homogène. Ça va nous permettre d'avoir ce que les spécialistes appellent la synergie d'action, parce que là, l'action combinée donne un effet plus important que d'aller sur des actions individuelles. Là, ça nous fait, on pourrait être un peu dispersé. Sinon, dans le fond, ce n'est pas mauvais, je le disais d'ailleurs, mais il faut aller dans le fond du problème. Il faut regarder à la base. Il faut regarder les enfants. C'est quel enfant, c'est quel Burkinabé qu'on veut demain? Parce que celui d'aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui, ce ne sont pas des problèmes créés aujourd'hui. C'est la conséquence de problèmes qui datent de plusieurs décennies de derrière nous. Si nous ne prenons garde, nous risquons de ne pas pouvoir même régler les problèmes d'aujourd'hui et de créer pire pour demain. C'est là où on aura véritablement échoué. Il faut regarder de façon sereine les choses et développer des actions concordantes pour le Burkina de demain. Et vous parlez de curricula, c'est très important. Qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants? Qu'est-ce qui est bon? Parce qu'aujourd'hui, le Burkinabé d'aujourd'hui, c'est l'argent Dieu. C'est Dieu, l'argent. Et ça, il faut que ça change dans les mentalités. Aujourd'hui, celui qui achète, quand vous achetez une voiture, on dit ouf, c'est les corrompus. À tel point que même les bons sont confondus aux mauvais. Et là, ça finit par corrompre même le peu de bons qui restent. C'est très dangereux. D'accord. Il faut regarder de loin ces questions-là.
Vous voulez peut-être Si vous ajouter permettez, quelque chose? je voulais vraiment réagir par rapport au contenu que vous avez énuméré concernant ces journées d'engagement patriotique. En fait, pour moi, l'essentiel est de partir d'une bonne base en prenant en compte les intérêts du peuple. Je vais peut-être faire une citation, si vous me permettez, une citation qui dit « Les liens de la bonté et de la gratitude sont des fils fragiles qui cassent à la moindre tension. Ne vous y fiez pas. L'intérêt mutuel, lui, est un cordage robuste dont les nombreux taureaux ne se laissent pas facilement défaire. » En disant ça, qu'est-ce que je veux dire par là? En impliquant le peuple dans le développement communautaire, social et national, qu'est-ce qu'il y gagne? Il faut que la population, Sankara en prononçant ce discours, a mis le peuple face à ses responsabilités. Tout tourne autour de l'intérêt du peuple. Qu'est-ce que le peuple gagne dans nos politiques de gouvernance? Qu'est-ce que le peuple gagne en termes de développement, en termes de niveau de vie? Si on prend en compte cette réalité, on doit pouvoir, à partir de ces journées, créer des éléments qui concourent à la prise en compte des réalités multiformes et multidimensionnelles de nos populations. Aujourd'hui, quand vous regardez l'administration, on est dans un format occidental où l'administration est dévolue aux intellectuels qui ont fait l'école classique, l'école conventionnelle. Mais les compétences ne manquent pas seulement de ce système conventionnel. La plupart de nos jeunes sont laissés pour compte. Pourquoi? Parce que dans nos systèmes éducatifs, il suffit qu'on vous fasse des interrogations ou des compositions pour vous basculer en moyenne et puis vous êtes considéré comme inutile, comme incompétent. Pourtant, ces enfants ont d'autres compétences techniques, pratiques, intellectuelles qu'il faut valoriser. Si on revient au niveau, à l'amélioration de notre système éducatif, on va prendre en compte d'autres données qui vont au-delà de l'intellect. Parce que l'intelligence, ce n'est pas seulement l'intellect. L'intelligence va au-delà de l'intellect. L'intellect, c'est un atout pour notre survie, pour notre identité. On se fie à quelque chose, on crée les conditions, les éléments pour pouvoir assurer ou sécuriser cet état de fait. Mais l'intelligence va au-delà. L'intelligence prend en compte la dimension spirituelle, l'intuition, la culture, nos valeurs culturelles. Si on implique ces éléments-là dans un processus éducatif, on va trouver à rentabiliser nos populations. Aujourd'hui, les jeunes sont délaissés. Certains se retrouvent dans la rue à consommer de la drogue, à avoir des comportements anticiviques, la violence juvénile. C'est déplorable. Donc, repensons la plaie à partir de la source en créant, comme il a dit, un modèle de citoyens nouveau à partir de nos enfants pour que, même si nous sommes irrécupérables, que nous ne léguons pas à nos enfants nos bêtises. D'accord. Alors, on l'a rappelé en début d'émission, hein, la célébration se fait chaque année sur 2 dates, le 26 mars et le 2 octobre, et cela sur 15 jours. Donc, nous sommes en plein pied dans cette célébration-là. Et je considère que les apports qui ont été faits par les uns et les autres, c'est aussi votre contribution pour améliorer, en tout cas, le contenu de ces journées-là. Nous allons à présent passer à un autre sujet. Nous allons prendre la direction du Sénégal où une ère politique, en tout cas, s'ouvre avec l'élection de Bassirou Diomaye Faye. Il a remporté les élections au premier tour avec 54,28% des voix, loin du candidat du pouvoir Amadou Ba. En tout cas, c'est ce que révèlent les résultats définitifs proclamés par le Conseil constitutionnel. Alors, Aruna Kabouré, quand on voit cette élection-là, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un grain de surprise? Est-ce que vous êtes surpris? Non, pas vraiment surpris. Peut-être le dénouement des choses avec le délai du passage de la prison à la présidence. C'est de mémoire d'homme. Je pense que des gens sont passés de la prison à la présidence. Mais à ce délai-là, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Je n'en connais vraiment pas beaucoup. En l'espace d'une dizaine de jours, sinon moins. Voilà, en une dizaine de jours, les gars ils quittent la prison et ils sont à la présidence. Bon, c'est vrai que en dehors des cas de coup d'État où des militaires sont allés chercher peut-être certains de leurs collègues emprisonnés, là,
c'est un jeu démocratique, on va le dire, hein, qui amène quelqu'un qui quitte la prison en 10 jours, qui participe à une campagne en cours et il gagne les élections au premier tour. En fait, c'est ça aussi qui a fait la beauté de tout ça. Et le dénouement qu'ils sont en train de donner à tout cela, parce que on voit que le président Macky Sall a reçu le duo présidentiel. C'est pas mal. Il y a de l'esthétique dans tout ça. C'est pourquoi on aime aussi le Sénégal. Parce que quelles que soient les turbulences, quelles que soient les difficultés, il y a une sorte d'embellie. De renaissance. De renaissance. Les Sénégalais, ils arrivent toujours à finir par donner une leçon. On l'a vu avec, même depuis Senghor, qui passe le pouvoir à Diouf. Diouf, ah oui, oui, et Diouf, qui en 2000 quand même était dans un système de ballottage avec Wade, mais après qui prend son téléphone, qu'il appelle pour le féliciter, et Wade prend le pouvoir. Wade avec Macky Sall, c'était aussi tendu, mais à la fin ils arrivent à régler. On a vu tout le scénario que Macky Sall nous a servi avec Sonko, emprisonné, justice. Mais à la fin, c'est un jeu démocratique qui donne du sens. C'est regrettable qu'on ait vécu, qu'on ait fait tout ça pour aboutir à un tel résultat. On pouvait nous faire vraiment l'économie de tous ces morts-là, c'est très regrettable. Mais enfin, on dira Dieu merci quand même, parce qu'on s'en sort mieux. On a évité le pire. Voilà, on a évité le pire. Imaginez que ce soit toujours tendu après la présidentielle, pendant et après la présidentielle, ce serait très regrettable pour ce beau pays qu'on aime bien. Donc on est content on est très content pour le Sénégal. Maintenant, la suite, on verra, parce que moi, quand je regarde le tandem, le duo, ça me fait penser à un duo que nous avons connu ici, hein, Blaise Thomas, mais dans le sens inverse. C'est Blaise, c'est le moins charismatique, qui partait chercher Thomas, qui devient le président. Mais là, on a l'impression que c'est le plus charismatique qui prend le poulain, qui devient le président. Comment ça va se jouer? C'est difficile, parce que Sonko, mais il est consommant en fait. Quand il est sur un espace, mais il prend tous les regards. D'accord. Alors, on aura l'occasion de parler de ce duo présidentiel. Ah oui, c'est difficile quand même. Alors, c'est vrai, Aruna a évoqué un peu le contexte qui a prévalu avant cette élection-là. Il y a eu malheureusement des morts. Beaucoup d'analystes politiques prévoyaient des scénarios catastrophes si en tout cas les choses ne se passaient pas comme ils devaient se passer. Déjà, quand vous regardez, on l'a dit, les résultats, le nouveau président en tout cas, qui est reçu par le sortant, pour beaucoup, c'est encore une leçon que le Sénégal donne à l'Afrique et au monde entier, en tout cas en matière de démocratie. Avant d'en arriver aux leçons données par les résultats de ce scrutin, d'abord, en termes de surprise, je vais dire que, à quelques exceptions près, je suis peut-être pas surpris. Peut-être pas surpris parce que le contexte était déjà créé. Il fallait seulement parvenir à une élection transparente et équitable. Sonko avait déjà construit le leadership à partir des aspirations du peuple sur la notion de rupture, de volonté de rupture, de réforme au niveau institutionnel et constitutionnel, en impliquant les intérêts du Sénégal et du peuple sénégalais en priorité. Cet acquis politique était déjà acté dans l'opinion, dans l'électorat. Maintenant, la gymnastique politique autour du cas Sonko, créée de toutes pièces par le harcèlement judiciaire, tout ce contrôle, était le seul blocus, le seul élément, l'intrus de cette démarche. Et à partir du moment où la Cour constitutionnelle a pris ses responsabilités et a rétabli la conduite, le processus normal, c'est vrai que Sonko ne pouvant plus être candidat, à partir de cet instant-là, c'est le programme PASTEF qui était
était déjà adopté par les Sénégalais qui étaient mis en exergue. Et réellement, ce n'est pas une surprise. Maintenant, revenir au contexte du résultat, le jeu démocratique est salué, c'est une bonne chose. On aurait dû éviter tout ce parcours tristement inquiétant qui a peut-être froissé la posture politique, la personnalité de Macky Sall. Il n'a qu'à s'en prendre, il s'en prendra qu'à lui-même. Il aurait pu être beaucoup plus élégant, beaucoup plus stylé en politique et puis regarder en arrière quand il était en confrontation avec Ouad, comment l'opinion sénégalaise et internationale s'est exprimée en sa faveur, comment les gens se sont déployés pour que le Sénégal reste un modèle démocratique, un modèle de paix et de stabilité. Il aurait pu regarder en arrière et puis simplement laisser la conduite démocratique se dérouler et puis sortir élégamment par la grande porte. Malheureusement, il sort par la petite porte. Bon, c'est bon à prendre, ça donne des leçons et puis... Bon. D'accord. Alors, on ne va pas refaire l'histoire. On l'a dit, Sonko empêché donne le ticket justement à son poulain qui est aujourd'hui élu. Aruna parle de duo présidentiel. Certains voient déjà un bicéphalisme à la tête de l'État, alors qu'à la présidence, on a un fauteuil mais pas un banc. Comment vous voyez justement ce duo-là et concrètement, comment ça va se faire? C'est là où je vois la surprise. C'est là où on a été tous surpris que le mentor, la personnalité politique de premier plan qui passe son charisme politique empêché d'être candidat, choisir un poulain qui sort vainqueur au premier tour. Déjà, ça lui, on aurait pu se retrouver au second tour, qu'il y aurait eu des soucis, des tentatives de tripatouillage et autres. Mais au premier tour, c'est sans appel, c'est implacable, c'est indiscutable. Et là, j'attends plutôt à l'expression de ce que j'appelle le réel pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas de gouverner. Un roi, un chef, un président ne doit pas avoir en option la gouvernance, gouverner le peuple. Il doit être un guide. Et dans ce contexte, ce qui doit primer, c'est l'humilité. L'humilité à travers les deux personnalités. D'abord, Sonko, personnalité politique dont on ne connaissait pratiquement pas. Il est écrivain un peu comme le premier président sénégalais. Il a des ouvrages que certainement qu'on n'a pas tous lus. Il a un profil vraiment altruiste. Il est engagé dans l'intérêt social des populations sénégalaises africaines. Mais on ne le connaissait pas. Il est sorti aussi du néant. Sonko, ce n'est pas une personnalité politique, une bête politique, non. Et lui, empêché, prend son poulet qui use de son leadership pour éclore le sien et devient président. C'est là où l'utilité de l'humilité doit primer pour que ces deux personnalités puissent inventer. C'est-à-dire on est toujours capable d'inventer. Ce n'est pas parce que quelque chose n'a pas existé que c'est impossible de l'inventer. Moi, j'attends de ces deux personnalités de créer un nouveau système de gouvernance collégiale à partir du projet de société du parti qui est commun à eux tous et en laissant Faye gérer le pays certainement, mais en concertation permanente avec Sonko, qui soit Premier ministre. Je ne sais pas si le régime politique présidentiel du Sénégal permet une vice-présidence. Dans le cas actuel, je ne pense pas que c'est possible. Qu'il soit Premier ministre ou quoi, ils peuvent se retrouver, le chef du gouvernement avec le chef de l'exécutif, à avoir une combinaison parfaite pour gérer le programme pour lequel le parti a été porté au pouvoir. Et si cette humilité est exprimée de façon sincère, je pense qu'il n'y aura pas de couac. Mais comme on le dit, un président, c'est toujours un président. Il faut qu'il laisse le rôle de président à Faye et qu'il joue en arrière-plan le leader très sage et très diplomate qui sait rattraper les choses en coulisses, pas toujours forcément en public. Et là, je pense qu'il pourrait faire un nouveau modèle de bicéphalisme gagnant pour le peuple sénégalais.
Alors, Aruna Kaboré, parlant justement de ce tandem Sonko-Diomaye Faye, beaucoup le disent, le maître à penser de tout cela, le maître à bord, c'est Sonko, avec justement l'élection de son poulain. Quelle doit être aujourd'hui sa posture? Doit-il s'effacer? Doit-il créer une autre façon de management de la magistrature suprême? Finalement, comment tout cela doit s'agencer pour que justement il ne perde pas la confiance accordée par le peuple sénégalais? Bon, d'abord, une chose. Il faut que le monde politique africain comprenne la principale leçon de l'élection de Diomaye Faye. Vous voyez, dans les schémas politiques, les hommes sont certes importants, mais les programmes sont plus importants. Les Sénégalais ont élu aujourd'hui le programme du PASTEF. Ça aurait pas été Diomaye Faye, ça aurait été une autre personne, il allait être élu. Parce que c'est le contenu que les gens ont regardé. C'est vrai, quelqu'un a porté ce contenu, mais les gens sont restés attachés à la dynamique de changement, à la dynamique de rupture. Et l'autre leçon, c'est la grande humilité de Sonko, qui ne fait pas de sa personne ou qui ne fait pas de la présidence une affaire personnelle. Ça se voit un peu partout en Afrique. Des candidats qui se disent candidats naturels, qui sont sur les présidences. Sans eux, il n'y a pas quelqu'un dans le parti, il n'y a personne pour les changer. Sonko et Diomaye viennent nous dire que toute cette façon de penser là, c'est faux. Il faut changer, il faut travailler sur des programmes, il faut des individus bien sûr charismatiques, mais il faut mettre l'accent primordialement sur le programme. C'est très important. Maintenant, au tandem, je fais référence encore au Burkina Faso, ça nous fait penser au tandem Roch Kaboré, Salifou Diallo. Nous savons que il y avait aussi Simon Compaoré, mais nous savons que des trois là, le baroudeur, la bête politique, mais c'était bien Salifou Diallo, il n'y a pas de débat dessus. Mais quand ils arrivent au pouvoir, il y a eu quand même un tandem qu'on appellerait un tandem gagnant, même si ça n'a pas duré. Le décès brusque de Salifou Diallo ne nous a pas permis de voir comment cela aurait pu se déballer. Mais je pense que le duo Sonko-Diomaye, il pourrait regarder quelque part là-bas. Vous voyez, le poste de Premier ministre, c'est un poste éjectable. C'est le président qui le nomme. Donc, ça peut amener à des frictions. Et je les trouve trop proches. Il y a le conseil de ministres. Mais si un monsieur comme Sonko se retrouve à l'Assemblée nationale, par exemple, oui, il aura un regard aussi de critique, voilà, un regard critique sur la gouvernance, oui, doublé au conseiller, à celui qui porte l'orientation de la vie politique. En faisant véritablement ce jeu, je pense que ça pourra faire une sorte de plus-value à la gouvernance de ces deux-là. Mais on est vraiment impatient de voir ce qu'ils vont nous donner pour le Sénégal. C'est vrai, ils ont un programme assez clair sur un certain nombre d'éléments. On sait que c'est aussi des cadres, de hauts cadres de l'administration sénégalaise, des fiscalistes, je pense, tous deux, des inspecteurs des impôts. C'est pas n'importe qui quand même. Quand on connaît le Sénégal, voilà, ils connaissent l'administration. Ils connaissent bien l'administration, donc ça ne devrait pas poser de problème. Et je le vois, Sonko, en choisissant Diomaye, a dit qu'il a fait un choix de raison. Il a même été très élogié vis-à-vis oui, il a dit qu'il a fait un choix de raison. Pas le choix de son cœur, forcément, mais un choix de raison. Ça veut tout dire. Aujourd'hui, le tandem va gagner s'ils arrivent à faire encore un deuxième choix de raison pour placer chacun à la place qu'il faut. Ça sera beaucoup plus utile pour le Sénégal. Et j'avoue que je ne suis vraiment pas inquiet parce qu'ils ont pu passer le plus difficile. Le plus difficile, c'était comment trouver un choix pour gagner le pouvoir. Ils l'ont gagné. L'intelligence qu'on leur a
En fait, on leur donne, ils sont évidemment des excellentes personnalités. Ils sauront trouver le bon tandem pour un Sénégal gagnant. Et les premiers pas nous montrent cela. Le fait d'accepter de façon humble, d'aller vers le président Macky Sall. Vous avez vu le schéma, les salutations. Vous voyez la bienséance qu'il y a eu autour de cela. Ça donne de bonnes augures et on le souhaite véritablement pour le Sénégal. Alors, Yama Kabré, Aruna l'a dit, le ticket gagnant a été surtout l'offre politique de l'ex-parti PASTEF. On l'a vu dès les premières prises de parole, on parle de rupture. En quelques mots, quelles sont les priorités sur lesquelles on attend aujourd'hui Diomaye Faye? Vraiment très rapidement. Très rapidement, le programme politique du PASTEF a été clairement défini. Ils sont partis du principe de diagnostic, des propositions et des plans d'action. Et je pense que cette démarche scientifique déjà est à saluer. Que ce soit sur le plan du développement numérique, sur le plan économique, sur le plan politique, ils ont affiché clairement une volonté de rupture avec des conventions anciennes qui n'ont pas beaucoup porté. Et en plus, sur le plan de l'intégration africaine, sur le plan de la valorisation de nos cultures, ils ont été vraiment bien en avant et ça rejoint en quelque sorte ce que nos leaders de l'AIS ont peut-être entamé, c'est-à-dire revenir à nos réalités africaines, promouvoir notre développement endogène et créer une synergie africaine pour nous émanciper et nous développer à partir de notre plein potentiel local. Donc je pense que sur cette base, le programme est clairement défini. Ils ne sont pas différents de tous les programmes de gestion et de gouvernance, mais la particularité sénégalaise, c'est la volonté de rupture qui s'aligne pratiquement sur la politique des États de l'AES. Et je pense qu'un État démocratique avec un président élu démocratiquement dans ce contexte qui emboîte le pas à ces leaders-là est déjà une bonne base pour les autres. Ça veut dire que ce n'est pas forcément des régimes militaires qui ont la volonté de rupture, c'est aussi la volonté des régimes démocratiques légalement élus et qui va porter une nouvelle perspective dans la gestion des affaires publiques en Afrique. D'accord. Alors, oui, en fait, il a parlé des régimes militaires, c'est vrai. Le Sénégal gagne, en plus de cette volonté de rupture, il gagne un jeu démocratique qui évolue. À la différence des pays, nos pays où ça a été des coups d'État pour que les gens affirment la volonté de rupture, il y a eu la volonté de rupture au Sénégal avec le modèle démocratique. C'est là la plus-value au Sénégal. Parce que dans le fond, les peuples, ce que les peuples africains demandent, mais les Sénégalais le demandent. Les vagues de dénonciation, de mainmise de puissances étrangères dans la gouvernance de nos pays qu'on a vécu dans les pays de l'AES, Mali, Burkina, comme on appelle Niger. Mais au Sénégal, ce besoin de rupture-là est aussi là. C'est ce qui montre le choix de ce duo de Sonko et de Diomaye, parce qu'ils ne viennent pas d'un moule politique prédéfini. C'est des gens qui viennent un peu de nulle part. C'est vrai que Sonko a déjà participé de façon brillante à une élection présidentielle, mais il est venu pratiquement de nulle part. Et c'est la volonté de rupture du peuple sénégalais qui s'est exprimée. Maintenant, comment ils intègrent cela dans le cadre de la gouvernance démocratique, c'est là où on verra, mais ils le disent déjà, avec les pays de l'AES, ils vont rester dans une discussion pour que les gens ne sortent pas de la CEDEAO. Renforcer, que les erreurs soient corrigées. Voilà, qu'à l'interne, c'est d'ailleurs ce que nous avons de temps à autre relevé ici, on peut ne pas partir de la CEDEAO et travailler à corriger les impairs, voilà, les impairs qu'il y a là-dedans, parce que c'est déjà un espace qui a ses avantages. On ne peut pas faire le débat, mais le chemin qu'ils sont en train de prendre, ils ont le peuple avec eux, parce qu'ils s'inscrivent dans une dynamique de rupture. C'est ce que les peuples demandent. Ils vont certainement parler des questions de monnaie, ils vont parler des questions de coopération avec l'étranger. Tout ça va être mis dans un programme. Et lui, il évoquait la question de
de vice-président. Je pense que dans le programme du PASTEF, c'est prévu. Et peut-être on attendra de voir. On attendra de voir. Alors, il nous reste une poignée de minutes, j'allais dire. Ça nous permet d'évoquer le dernier sujet qui est retenu. C'est un sujet, je dirais, assez léger puisqu'on va parler de sport et on va terminer sur ça. Je l'ai dit, Brahma Traoré, nouvel entraîneur des étalons du Burkina Faso, a fait des débuts sur les bancs de la sélection nationale avec un résultat mitigé. Alors, en 2 sorties, nous avons fait une défaite contre la Libye, un match nul face au MENA du Niger. Alors, Yama Kabré, est-ce que déjà, c'est vrai que les premiers matchs permettent déjà de voir la patte, sinon la touche d'un entraîneur. Est-ce que c'est trop tôt pour aujourd'hui tirer une conclusion sur les débuts de Brahma Traoré ou bien il faut encore attendre? Ce n'est pas très tôt. Il faut déjà remarquer que le contexte actuel du sport, c'est un environnement un peu pas très catholique et l'entraîneur qui fait 2 matchs, une défaite et puis un nul, c'est pas au résultat qu'il faut regarder. Moi, je regarde un peu comment il a pu coacher sa nouvelle équipe. Est-ce que les éléments qu'il a écartés et les éléments qu'il a adoptés ont pu s'intégrer dans une dynamique d'un bon équipage qui peut permettre d'envisager de lendemain meilleur, de jours meilleurs. Au niveau du gardien du truc, bon, il a fait un choix de faire jouer les deux gardien. Le second, Hervé Kofi. Ouais, il a fait jouer les seconds séparément. C'est vrai qu'on a une culture d'encaisser des buts. Les étalons savent encaisser et ça a été respecté. L'autre a pris 2 buts. Malheureusement, l'autre a pris 1 but. Donc c'est un test qu'il est lui aussi en train de faire. Et il a dit que il a préparé le match là sur ce talent-là et les failles, les erreurs ont été répétées. Donc ça lui permet pour les matchs à venir de regarder. Et je pense que de prime abord, on ne peut pas déjà le condamner. Ce n'est pas les victoires qui comptent. C'est vrai que c'est des matchs amicaux, ça compte dans les référencements FIFA. Ouais, c'est des matchs amicaux internationaux. On va peut-être attendre à un match officiel de compétition et puis voir comment l'équipage va bien se comporter et puis voir son coaching, le remplacement. Voilà, c'est un coaching qui prend forme et on verra. Cela a été annoncé comme des matchs tests. Ça a permis aux sélectionneurs de tester d'autres joueurs, de voir un peu comment ces derniers se comportent au niveau de la sélection. C'est vrai que dès la présentation officielle, il y a des annonces qui ont été faites, notamment de laisser de côté pour le moment un certain nombre de joueurs. Il y a notamment Bertrand Traoré, il y a Youssoufou Dayo, il y a le cas du gardien Hervé Kofi. Il y a eu une communication autour qui, en tout cas, on peut revenir là-dessus. Est-ce que cette non-maîtrise au niveau de la communication sur, je dirais, la non-convocation de ces joueurs-là n'ont pas un peu changé le contexte et mis le sélectionneur déjà dans une situation assez compliquée en abordant ces 2 matchs-là? Oui, on l'avait dit. Il y a eu une très mauvaise communication et moi, ces défaites-là, une défaite et un match nul. Oui, c'est des défaites. Je les appelle, même s'ils avaient gagné sur le terrain, moi je sais au fond que ce seraient des défaites au fond. Pourquoi je dis ça? Vous regardez les classements, les 2 équipes contre qui on joue. Je pense qu'on a meilleur classement oui, au niveau mondial et africain par rapport à ces 2 équipes. Ça compte. Ça montre la situation réelle de notre football. Ce n'est vraiment pas étonnant qu'on perde, mais ce qui est étonnant, c'est pour moi, c'est la communication du coach. Il pouvait même perdre ces matchs, mais si au départ il y avait une communication maîtrisée, on aurait pu comprendre. Et que les sportifs comprennent qu'on commence par des défaites, ce n'est pas forcément mauvais. Ça permet d'avoir une lecture objective de la situation de l'équipe et d'apporter les corrections qu'il faut. Vous savez, quand Velud est venu, je pense qu'il a aligné près d'une dizaine de matchs sans défaite.
Il a aligné, au moins, il n'a pas fait de défaite. Ça nous a blagué, ça nous a chatouillé le moral, ça nous a chatouillé le moral. On s'était dit, bon, il y a quelque chose, alors qu'au fond, il n'y avait rien. Là, au moins, peut-être ce sont des défaites. Bon, je les appelle des défaites qui nous permettront de toucher véritablement là où ce n'est pas bon pour corriger. Et le coach comprendra, et on l'avait dit déjà, sa communication de départ n'est pas bonne. Et moi, ça m'a surpris, vu son âge quand même. Il est lui-même voilà, vu son âge et son expérience, il avait dit, il est expérimenté, il saura trouver le bon discours. Mais dès les premières sorties, c'était vraiment à côté de la plaque. Parce que quand vous parlez d'indiscipline ou vous parlez de discipline et les premières convocations qui suivent, en fait, le chapeau de leadership, le capitaine, son second, le deuxième capitaine, vous les écartez. Mais vous dites sans le dire qu'ils sont indisciplinés. Vous dites que c'est eux qui apportent l'indiscipline dans l'équipe. C'est eux le problème et que vous cherchez à corriger. Mais ce n'est pas évident. C'est pas évident. Il faut savoir trouver le bon discours. Les étalons, on a du talent quand même aujourd'hui. On peut aller encore chercher mieux, mais si l'entraîneur ne revoit pas sa façon de faire, ça risque d'être pire que ça. Yamba Kabré, en 30 secondes, on me fait signe que nous sommes au terme de cette émission. Est-ce que c'est vrai que le football c'est un domaine de passion? Est-ce qu'on ne fait pas aussi un faux procès au nouveau sélectionneur? Parce que ce qui avait été reproché à Velud, c'est de ne pas prendre de risques, de ne pas essayer certains joueurs. On a vu ce qu'il y a eu comme critique concernant par exemple le cas d'un certain nombre de joueurs pour que ces derniers puissent être sélectionnés. Est-ce que là aussi on ne veut pas une chose et son contraire? Mais la liberté d'un manager, d'un coach, c'est de prendre des risques. On l'a vu avec Fayet, il a fait des remplacements inattendus, il a obtenu des résultats. Quand un chef d'entreprise ou un manager de société d'entreprise ne veut pas prendre des risques, c'est qu'il ne vise pas la perfection. On ne peut pas se contenter de l'existant et ne pas oser. La vie, c'est une aventure continuelle, il faut s'aventurer, il faut prendre des risques et quand c'est pas bon, il faut le reconnaître et corriger. Je pense que c'est l'idéal. Oui, et d'ailleurs, c'est pas là où on l'accuse. Pour moi, c'est le discours qui a précédé ces prises de risques. Sinon, bon, c'est même bien pour les joueurs comme Bertrand Traoré qui viennent d'entrer dans un nouveau club Villarreal, de prendre le temps de s'adapter avant de venir. Mais le discours qui a précédé ces prises de risques-là, ce n'était pas un bon discours pour le coach. D'accord. Merci Aruna Kaboré. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendant. Nous avons également eu sur ce plateau Yamba Kaboré, journaliste indépendant et correspondant de presse. Merci pour votre disponibilité. C'est ici qu'on va mettre un point final à ce numéro de Trait de Plume. Rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro, mais en attendant, restez fidèles à nos programmes.